Moi, je voulais que l'USAP soit construit de Catalans. J'avais l'âme catalane. Je voulais qu'on fasse faire revenir les joueurs catalans et USAPistes qui étaient partis. Et c'était pas la politique du club. Et je me suis pas ressenti dans cet état d'esprit à faire venir des étrangers. C'est bien le rugby professionnel, les étrangers, mais il y avait lorsqu'il y a un joueur catalan qui a un bon niveau, qui est à côté et qu'on ne fait pas revenir. Et donc sur la philosophie du club, je ne me suis pas entendu avec les dirigeants et j'ai préféré partir. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un ancien rugbyman retraité des terrains depuis 2008. Troisième ligne, il a connu la transition entre le rugby amateur et le rugby professionnel, a été 3 fois champion de France avec Biarritz. Il a par ailleurs porté 37 fois le maillot de l'équipe de France. Je reçois Thomas Lièvremont. Bonjour Thomas. Bonjour Anthony. Comment ça va ? Pas trop mal, pas trop mal. Le printemps, il fait beau au Pays Basque, tout va très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu as peut-être noté le générique d'intro, c'est Quentin Mesfort du groupe catalan Alchemist et son chanteur Hugues Di Francesco qu'on salue. Une chanson en catalan pour accueillir un catalan. J'espère que tu... Allez, je suis catalan de naissance, je suis né à Perpignan, j'ai grandi en pays catalan et c'est vrai que quand je rentre au pays, chez moi en Catalogne, on m'appelle le basque, mais ici on m'appelle le catalan, c'est rigolo. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez, n'hésitez pas à voir toutes les infos et vous abonner à la page Instagram et la chaîne YouTube d'En Terrain Conquis. Votre soutien est précieux. Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation puisque entre ton activité professionnelle et celle de consultant, tu as des semaines chargées, je crois. Oui, ben, c'est le cas de tout entrepreneur, hein, lorsque vous lancez une activité, et bon, la mienne est lancée depuis 3 ans maintenant, il y a toujours, oui, il y a toujours un emploi du temps chargé, mais bon, on est habitué, les sportifs de haut niveau, à enchaîner les tâches, et tant qu'on y prend du plaisir, c'est toujours assez simple. Alors tu as une magnifique carrière sportive, et pour ceux qui la connaissent pas bien ou la découvrent, je vais la rappeler brièvement. Tu fais partie de la première génération de joueurs professionnels, puisqu'on le rappelle, le rugby est passé pro après la Coupe du Monde 95. Tu découvres la première division avec le club de ta ville de naissance, Perpignan, en 1996. Tu as alors 23 ans. C'est à partir de là que ta carrière décolle, puisque tu obtiens la même année ta première sélection avec le 15 de France contre l'Argentine. En 1998, tu atteins la finale du championnat de France, que tu perds contre le Stade français. Tu quittes l'USAP en 2000, direction Biarritz. Et c'est avec le BO que tu touches le Graal, le fameux bouclier de Brennus, que tu lèves en 2002, en 2005 et en 2006. Ça, c'est pour les trophées en club, puisqu'en sélection, tu as à ton palmarès un tournoi des 5 nations en 98, Grand Chelem, et 2 tournois des 6 nations en 2004 et 2006, 2004 Grand Chelem. Et 2006, année de ta retraite internationale, mais pas de ta retraite sportive, puisque tu continues avec Biarritz jusqu'en 2007 et tu fais une dernière pige d'1 an à Dax avant de raccrocher définitivement les crampons en 2008 à 35 ans. Est-ce qu'on est bon ? On est pas mal. Oui, j'ai connu le rugby amateur et avec mon club d'Argelès et le rugby professionnel avec l'USAP, effectivement, j'ai été le premier joueur français à signer un contrat pro. Je n'ai rien fait pour mériter ça, mais le premier contrat pro français, j'ai eu la chance de le signer. Tu es dans le Guinness Book. Exactement. Alors, Aucun mérite. Parfait. Alors parlons un peu de ce qui a fait de toi un rugbyman. Je ne trahis rien si je dis que le rugby il est très présent dans ta famille. Une famille nombreuse, puisque tu as 6 frères et une sœur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tous bifurqué vers ce drôle de sport qu'est le rugby ? Notre père était footballeur franc-comtois et lorsqu'il a découvert le rugby en arrivant, il était militaire de carrière, il s'est installé du côté de Collioure et puis d'Argelès. Il a découvert le rugby et il a trouvé ce sport fantastique. Et il a dit, je vais mettre mes enfants au rugby. Et c'est vrai que c'était un sport qui collait parfaitement à nos besoins, à nos attentes, et à nos gabarits certainement, à notre état d'esprit. Et c'est pour ça on a tous enchaîné dès le plus jeune âge le rugby, même si ma sœur a fait un rejet un peu au départ, elle est revenue un peu plus tard. Et le club des Lièvremont, c'est Argelès-sur-Mer. Et toi, tu as joué très longtemps dans ce club de l'ES Argelès. Quel souvenir tu en gardes ? J'ai eu de la chance parce que ça a été mon club formateur. Alors, il y avait un dicton, il est peut-être plus d'actualité, qui disait école de rugby, école de la vie. Mais c'est vrai que les joueurs avec qui j'ai grandi à l'école de rugby sont mes amis, c'est encore mes amis aujourd'hui. Et en plus, j'ai eu la chance de tomber dans une génération dorée avec des éducateurs exceptionnels, avec des familles de joueurs exceptionnels. Et j'ai eu la chance de m'épanouir grâce à ce club d'Argelès-sur-Mer et même très jeune de commencer à pouvoir jouer avec l'équipe première. Ce sont des anciens grands qui m'ont
m'ont formé, ce qu'on appelait des seniors à l'époque. Et j'ai été béni des dieux par rapport à mon parcours sportif parce que c'est vrai que je pars pro en 96 à Perpignan, j'ai 23 ans, mais de 18 à 23 ans, j'ai vécu 5 années exceptionnelles avec mon club d'Argelès en montant de division chaque année et jusqu'à jouer le Grand Toulouse. Donc Argelès, c'était vraiment ma famille. En travaillant l'interview, j'ai appris une chose sur toi qui a attiré mon attention. À côté du rugby, tes parents avaient à cœur de développer chez vous une certaine finesse. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à faire de l'escrime et de la clarinette. Et c'est vrai que peu de gens te soupçonnent cette passion que tu as développée pour la clarinette. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Je vais même aller plus loin dans l'autodérision. Avant de faire de la clarinette, j'ai fait de la flûte traversière. Et mes parents voulaient qu'on pratique un sport individuel et un sport collectif. Alors le rugby, c'est avéré une évidence. L'escrime, il y avait une très bonne école d'escrime à Argelès et on a été nombreux, des frères et sœurs, à faire de l'escrime. Ça a été une passion lorsqu'il a fallu choisir derrière. Bien évidemment, le dimanche, au lieu d'aller en compétition escrime, on allait jouer au rugby avec les copains. Et la musique aussi, on a tous fait du solfège, on a appris la musique et on avait un instrument de prédilection. Alors moi, j'ai commencé par la flûte traversière. Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais j'ai vite bifurqué vers la clarinette, reprenant le chemin de Marc et Mathieu, deux de mes frères. Alors Marc rejoue de la clarinette aujourd'hui. Moi, j'en ai un peu perdu le goût et le sens. Ah, ça, c'est une belle info. Donc Marc a repris le chemin de la clarinette. Ouais. Et donc, vous, les trois frères Lièvremont, Mathieu, toi et Marc, vous savez jouer de la clarinette. Oui, on est capable de jouer une Marseillaise et quelques airs comme ça encore maintenant, mais bon, on ne ferait pas un beau concert ou un bel ensemble. Durant ton adolescence, le rugby n'est pas professionnel et personne n'en vit complètement. On appelle ça l'amateurisme marron. Certains ont des petits pécules, mais rien de très affolant. Toi-même, tu n'en as vécu que tard du rugby, mais tu étais doué pour les études. Tu as même été jusqu'à un bac+4 dans la gestion et le management du sport. Quelles étaient tes ambitions professionnelles à ce moment-là ? Ben, je le dis toujours, j'ai quasiment 50 ans et je ne sais pas ce que je voudrais faire quand je serai plus grand. Je vais trouver ma voie là comme entrepreneur, mais c'est vrai que longtemps, je n'ai pas su quoi faire. Et après mon bac, ben oui, le rugby n'était pas pro et c'était juste une passion. Et j'ai eu la chance de tomber sur un cursus universitaire, gestion et management du sport, qui correspondait certainement à mes envies et qui comblait un manque. Je pense que j'aurais été, si je n'avais pas été professionnel de rugby, j'aurais été éducateur spécialisé, puisque c'était le métier de mon père, et j'ai toujours été très à l'aise avec ce milieu-là. Et bon, le rugby est passé pro, j'ai embrassé cette carrière professionnelle, mais si je n'avais pas eu cette opportunité, j'aurais été éducateur spécialisé aujourd'hui, je pense. Le premier de la famille à avoir connu l'élite du rugby, c'est l'aîné, Marc. Avec quel œil tu regardais ce frangin qui jouait en première division à Perpignan, le grand club de la région ? Ben, c'était toujours avec des yeux admiratifs, puisque c'était quand même l'élite. On a toujours joué au rugby, le rugby n'était pas professionnel, on a toujours joué au rugby pour le plaisir. Effectivement, quand je voyais les finales et le bouclier de Brennus briller, c'était même pas un rêve, c'était une utopie. Quand Marc a commencé à jouer en équipe première, bien évidemment, on était assez fiers et à se dire, ouais, c'est sympa ce qu'il vit. Il était étudiant lui aussi au début et il n'était pas pro et on allait le voir jouer avec beaucoup de ferveur, de passion et d'admiration. Toi, tu fais toutes tes classes à Argelès jusqu'en senior. L'équipe Fagnon joue en groupe A2, c'est l'équivalent de la Pro D2 actuelle, la deuxième division, ce qui est déjà très bien. Et la bascule arrive en 1996. Vous vous qualifiez pour les 8e de finale du championnat de France et vous jouez contre le grand Stade Toulousain. Ça devait être un sacré moment pour toi comme pour le club, un véritable sommet. Oui, c'était là aussi assez inimaginable puisque une ville modeste, à l'époque Argelès comptait moins de 10 000 habitants avec, comme je l'ai dit, de très grands joueurs et de très grands hommes surtout. On a eu une embellie sportive, méritée certainement, mais pas les moyens d'aller jouer plus haut. Et on arrive à battre le Grand Nice en match de barrage et se retrouver face au Stade Toulousain, au Stade Domecq à Carcassonne. Ça a été l'heure de gloire d'Argelès-sur-Mer. Et puis après, il a fallu faire des choix sportifs et économiques. Et Argelès ne pouvait pas supporter une saison en élite, en National 1, et enfin en National 1 à l'époque c'était c'était pas le top 14 parce que c'était l'ensemble des clubs professionnels. Aujourd'hui c'était 30 clubs et un peu plus de 30 clubs même, et donc Argelès a dû refuser la montée, et c'est là où les anciens joueurs m'ont dit va à l'USAP maintenant, libère-toi et va vivre ta carrière. Nous elle est derrière nous, donc voilà comment s'est fait la scission. Sinon je sais pas comment j'aurais quitté mon club d'Argelès. Et oui, parce que c'est à ce moment-là que tu décides de partir, toi et ton petit frère Mathieu, troisième ligne aussi, et également d'Argelès, pour rejoindre votre frère Marc
à Perpignan. Peut-être qu'il a fait un peu de lobbying, je sais pas. Mais en tout cas, c'est suite à ce refus de monter et toi pour franchir un palier. Oui, c'était le chemin classique. Les joueurs, les meilleurs joueurs de tous les départements partaient en junior échelle à l'USAP pour rejoindre ce qui était à l'époque qui est toujours le meilleur club et le club catalan de référence. Et moi, grâce au parcours d'Argelès et Mathieu en suivant, nous ne sommes pas partis en échelle à Perpignan, nous sommes restés pour jouer en première à Argelès et ça s'est passé comme ça. Et après, il était logique que nous rejoignions le club phare catalan. Alors tu l'as dit, tu signes directement un contrat professionnel. Ça ressemblait à quoi un contrat professionnel de rugbyman en 1996? C'était pas le même, j'imagine, que maintenant, avec toutes les clauses. C'était en francs déjà, et c'était pas les mêmes montants, mais c'est normal, il fallait vivre à son époque. En tant que contrat pro, j'étais bien moins payé que certains amateurs, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir ce statut, et je me suis ennuyé assez vite, en fin de compte, parce que il fallait attendre que les plus réactifs aient fini leur boulot. Donc, on avait la muscu entre midi et deux. Et après, il fallait attendre le soir, 18h30, 19h, pour pouvoir commencer l'entraînement. Donc, on avait un statut, mais on n'avait pas les installations et l'aménagement pour vraiment vivre son contrat professionnel. Donc, très vite, je me suis ennuyé et j'ai repris un job à mi-temps pour pouvoir occuper mes journées. Ah, tu faisais quoi? J'ai été commercial pour la Foire Expo de Perpignan. Magnifique. Tu parlais de montant, bon maintenant ça fait 27 ans, mais c'était de l'ordre de quoi pour faire rêver un petit peu ceux qui sont professionnels maintenant et qui ont des sommes à 5 chiffres? Je me souviens très bien de mon premier contrat et j'étais très content de signer à l'époque. C'était 12 000 francs, soit 1000, je sais pas, 1600 euros. Je sais pas aujourd'hui combien ça représente. Ce qui déjà à Ouais, l'époque 12 000 francs. devait être, tu devais avoir des grands yeux de Ah, voir ça. c'était beau, c'était déjà beau et surtout c'est vivre de ma passion. C'était le début de l'aventure. Ce qui est drôle, c'est que tu obtiens ta première sélection en équipe de France avant même d'avoir joué tes premiers matchs de première division avec l'USAP. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'était pour la tournée des Bleus en Argentine à l'été 96. Est-ce que c'est ce huitième de finale contre Toulouse qui a fait la différence et que les sélectionneurs s'intéressent à toi? Et comment tu l'as vécu toi à l'époque? Non, je pense surtout que j'avais la chance à l'époque d'avoir un pack de mammouth. Moi, j'ai eu une formation de trois quarts. Je jouais 10 ou centre en fonction d'une année paire ou impair, puisque mon frère François, qui était juste au-dessus, jouait 10. Donc, quand j'étais deuxième année, je jouais 10 et sinon, je jouais centre. Et je passe troisième ligne très tard, hein, à 20 ans. Ah ouais. Ouais, et je me retrouve numéro 8 en groupe A2 et je suis derrière un pack de Golgoth et je suis le meilleur marqueur du championnat. Mais encore une fois, c'était pas bien dur et toutes les mêlées étaient enfoncées. J'avais plus qu'à aplatir le ballon. Donc, je pense qu'à l'époque, j'avais un potentiel par rapport aux joueurs qui partaient très tôt en junior, qui étaient repérés. Eh ben, moi, j'étais passé sous les radars parce que même si j'avais des sélections avec les moins de 20 ans, mais c'était moins de 21 à l'époque, mais c'était surtout dû aux performances de mon équipe. Alors je sais pas si tu faisais déjà 105 kilos à l'époque, mais un 10 de 105 kilos, ça devait détonner quoi. Et oui, j'étais peut-être un peu pâteau pour un trois quarts centre, mais c'était sympa. Non, mais comme je le répète souvent, on avait une génération de joueurs exceptionnels, minime, cadet, junior. On a fait beaucoup de phases finales et pour un club comme Argelès, c'était assez magique. Pour ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Tu as joué un an à Perpignan avec Marc et Mathieu. Toi, tu as joué plus, mais vous avez fait un an tous les trois. Trois frères, trois troisième lignes. Dans le plus grand club de la région, ça devait être assez grandiose comme expérience pour toute la famille, vraiment. Oui, et pourtant, il y a une frustration par rapport à ça, c'est qu'on n'a jamais été alignés tous les trois en même temps sur un match officiel et c'est bien dommage parce qu'on on aurait pu, mais bon, on nous a pas fait ce cadeau-là. C'est le grand regret, mais oui, c'était de toute façon d'être à côté d'un frère ou de deux frères, c'est toujours des moments privilégiés. À la fin de la saison, Marc part au Stade Français, promu en première division, et le destin veut que vous vous retrouviez en finale du championnat quelques mois plus tard. Les deux titulaires, l'un en face de l'autre, toi capitaine de l'USAP. Elle est dingue cette histoire quand même. C'était dur pour Marc, hein, parce que lui a joué beaucoup plus longtemps que moi à l'USAP. Il était parti très jeune. Et l'année où il part, l'USAP se retrouve en finale. Et en plus, il part à contre-cœur parce que les dirigeants de l'époque ne l'arrangent pas. Sinon, lui, il n'aurait jamais quitté Perpignan non plus. Mais bon, c'est l'histoire des hommes, de la vie. Et c'est vrai que se retrouver pour lui face à son ancien club, à son frère et à ses anciens coéquipiers, c'était pas facile à anticiper, à appréhender. Et pourtant, ça n'est bien sorti puisqu'il a gagné. Le rugby, c'est aussi la volonté de marquer l'adversaire, surtout quand on joue devant. Comment on arrive à faire abstraction du fait que celui à qui il faut faire mal, c'est son propre frère, quoi, c'est son grand frère?
Peut-être à l'époque, on était plus dans un jeu d'évitement que dans un jeu de confrontation. Et moi, j'aimais bien faire des crochets. Alors, j'aimais bien percuter aussi, mais on s'est très peu croisé avec Marc. On s'est beaucoup plus croisé à la finale de 2002 avec Mathieu. Je suppose qu'on en parlera après, mais on s'est très peu croisé sur la finale 98 avec Marc. Et tant mieux pour moi d'ailleurs, parce qu'il plaquait plutôt bien, il retournait tout le monde. Donc, c'est un joueur que je craignais, mais on s'est quasiment pas croisé. D'ailleurs, ce match-là, on va regarder quelques images. Je crois que le premier ballon, tu fais une percée de 40 mètres. On C'était. faisait un crochet à Marc. On faisait un crochet à Marc. Il a fait exprès de me faire briller d'entrée parce qu'il savait que derrière, ça allait être très dur pour nous. Tu perds cette finale. C'est la première finale au Stade de France. Est-ce que c'est la plus grosse déception de ta carrière? De perdre, c'était une fierté d'aller au bout. Et puis, j'avais l'impression, surtout, qu'on allait y revenir très vite avec du SAP, quoi, que c'était écrit, qu'on allait gagner des titres, qu'on était fait pour ça, puisque c'était arrivé vite et assez facilement. De pas avoir ramené le bouclier à Perpignan, ça a été un moment difficile, mais encore une fois, la plus grande frustration, je sais pas, mais ça a été un des grands regrets de ma carrière, ça c'est sûr. Malgré tout, cette année 98, elle est importante dans ta carrière puisque c'est celle où tu joues le plus avec l'équipe de France. 9 matchs et un grand chelem. C'est peut-être ton année la plus remplie finalement sur le plan personnel avec aussi cette finale de championnat. Ouais, j'aurais aimé être et champion avec l'USAP et l'équipe de France. Moi, j'ai toujours fait passer mon club avant la sélection et c'est vrai que cette année-là, ça n'a pas voulu sourire pour nous. En tout cas, l'année suivante, tu es sélectionné pour la Coupe du Monde en France. Tu joues un match contre la Namibie. Est-ce que ça reste un grand souvenir quand même pour toi d'avoir joué une Coupe du Monde ou tu aurais peut-être aimé avoir un peu plus? J'imagine. Ouais, on parle de frustration. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été béni des dieux sur mon entourage d'avoir grandi dans ce club d'Argelès, d'avoir eu ses copains. J'ai eu beaucoup de sélections, j'ai eu des titres, mais c'est vrai que la Coupe du Monde, je me blesse. Elle est totalement ratée, cette Coupe du Monde pour moi. Donc, c'était une chance de pouvoir participer et en même temps un énorme échec parce que sportivement, je n'ai pas vécu grand-chose. Le jour de la finale, c'était le jour de mon anniversaire. L'histoire a été écrite pour moi. Et j'étais à la finale, mais j'étais pas sur le terrain. J'ai pas eu la chance de participer à ce match légendaire contre les All Blacks à Twickenham. Et puis en même temps, c'est comme ça. Malgré tout, je peux pas me plaindre de ce que j'ai vécu dans ma carrière. Et justement, tu parles de ce match à Twickenham contre les Blacks. C'était quoi le sentiment qui dominait après ce match mythique qui est rentré dans l'histoire du rugby français? La fierté d'avoir vu son grand frère marquer l'histoire ou la tristesse de ne pas être sur le terrain? Les deux, mais sur le coup, on sait qu'on vient de rater quelque chose de grand, mais je suis tellement heureux pour mes copains, et qui certains sont mes amis en équipe de France, donc on avait passé tellement de bons moments avec eux et des moments durs aussi dans la préparation, que je suis heureux pour eux, sincèrement. J'ai toujours été très chauvin, j'ai toujours été très cocorico, donc je suis heureux pour ce groupe et en même temps, je me dis, ils vont être champions du monde et j'y serai pas. Et bon, ils n'ont pas été, mais ce match-là, oui, bien évidemment, il y a toujours une part de frustration. Il faut l'évacuer. C'est peu après ce mondial que tu décides de quitter ton pays catalan. Pourquoi? Bon, j'ai toujours été clair parce qu'il n'y avait plus d'entente entre les dirigeants et moi. Chaque année, on venait me consulter. C'est moi qui, en tant que capitaine ambassadeur, faisais les contacts avec des joueurs. Moi, je voulais que l'USAP soit construit de catalans. J'avais l'âme catalane. Je voulais qu'on fasse faire revenir les joueurs catalans et USAPistes qui étaient partis. Et c'était pas la politique du club. Et je me suis pas ressenti dans cet état d'esprit à faire venir des étrangers. C'est bien le rugby professionnel, les étrangers, mais il y avait lorsqu'il y a un joueur catalan qui a un bon niveau, qui est à côté et qu'on ne fait pas revenir. Et donc, sur la philosophie du club, je ne me suis pas entendu avec les dirigeants et j'ai préféré partir. C'était Marcel Lagrena, le président de Perpignan Ouais. à l'époque. Et donc, tu arrives à Biarritz, la même année que ton frère Marc, décidément, qui a, lui, quitté le Stade français suite à l'éviction de son coach et ancien éducateur, Georges Coste. Voilà, donc finalement, c'était un peu des brouilles des deux côtés. Qui convainc l'autre de le rejoindre? Bon, c'était une volonté. On a vécu des moments forts sous le maillot du SAP la première année, mais surtout sous le maillot de l'équipe de France. Et cette Coupe du Monde ratée, il y avait ce goût de se retrouver avec nos compagnes qui étaient complices et l'envie de poursuivre l'aventure sportive et sur et en dehors du terrain. Donc, il y avait plusieurs possibilités de jouer ensemble. Il y avait la partie les Harlequins en Angleterre qui nous faisaient les yeux doux et on a privilégié le cadre familial et surtout l'ambition sportive du Biarritz Olympique qui à l'époque n'avait encore rien gagné. Le BO, c'est justement le club qui grandit en France. Votre expérience, les Lièvremont, l'aide à grandir aussi. Et pour ta deuxième saison au club, c'est la conquête du Graal. Vous remportez la finale, tu l'as dit, contre Agen, contre ton frère. 25-22 après prolongation. Et tu dis que c'est ton plus beau souvenir de rugbyman.
Oui, parce que c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Je disais, à la maison, il y avait peu de matchs qu'on regardait tous ensemble. Peu de matchs étaient télévisés, mais c'était le tournoi Destination qui était un moment, enfin, Destination, pardon, qui était un moment privilégié. Et cette finale du championnat où on voyait ces joueurs soulevés sous bouclier, c'était un rêve de gosse. Et lorsqu'on arrive enfin à toucher ce Graal derrière, on se dit, bon, il peut tout m'arriver, c'est bon, j'y suis, je l'ai. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir la frustration de l'avoir manqué 4 ans auparavant, on a certainement décuplé l'envie de toucher ce morceau de bois. Alors, ce qui est rigolo, c'est que 4 ans auparavant, c'est ton frère qui gagne et toi qui perds. Et là, c'est toi qui gagne et ton autre frère qui perd. Le droit d'aînesse. Le droit Voilà. d'aînesse, alors chez vraiment c'est respecté. Et en plus, Mathieu l'avait gagné avec le Stade Toulousain, donc je culpabilisais moins d'avoir battu mon petit frère. Est-ce qu'au moment de lever pour la première fois le bouclier, tu as eu une pensée pour Marc, ton grand frère, qui n'a pas pu jouer cette finale à cause, je crois, d'une blessure au genou? Et il a mis fin à sa carrière cette année-là. Ouais, c'est l'année d'avant, on fait un très beau parcours en championnat. On échoue contre Clermont en demi à Lyon, à deux doigts d'être finaliste. Et là, c'est vrai qu'on s'est retrouvé pour gagner quelque chose encore. Et oui, forcément, Marc était blessé. Il avait mis un terme à sa carrière et forcément, il y avait le sentiment de culpabilité ou de gêne par rapport à Mathieu que je venais de battre et le fait que l'histoire n'était pas totalement achevée avec Marc. Mais bon, on s'est rattrapé. Et puis là aussi, on a eu de la chance. Donc oui, il y avait un petit sentiment de gêne quand même, malgré tout. En équipe de France, on va dire qu'il y a un petit creux pour toi. La troisième ligne des Bleus, c'est Olivier Magne, Serge Oui. Petsen et Imanol Arinordoki. Les places sont très Ouais. chères. Et tu n'es pas de l'aventure pour la Coupe du Monde en Australie. Est-ce que ça demeure une déception? Est-ce que ça a été une déception sur le moment où tu t'y attendais? C'est toujours pareil. Il y a un sélectionneur en place et il fait ses choix et je Bernard rentrais Laporte. pas dans. Voilà, c'est Bernard et je rentrais pas dans le profil qu'il voulait. Et 2003, j'ai 30 ans, je suis à l'apogée de ma forme physique, de mon art et c'est vrai que cette Coupe du Monde, j'aurais dû la jouer, mais encore une fois, bon, je vais pas pleurer parce que il a appelé quelqu'un d'autre et j'ai eu la chance de jouer un match de Coupe du Monde. J'aurais pu en jouer 10 ou 15, je sais pas. Et bien, j'en ai joué un, c'est déjà bien. Et puis, c'est pas grave. En 2004, en revanche, tes performances en club font que Bernard Laporte, justement, te fait jouer plus et tu es de l'aventure du Grand Chelem. Puis en 2005, tu es de nouveau champion de France, en étant cette fois-ci capitaine du BO, avec Jean-Michel Gonzalez qui rentre en cours de match, le vieux briscard. Et vous remettez ça l'année d'après, avec un deuxième bouclier d'affilée, où tu rentres en cours de match. On parlait d'apogée, là c'est quand même les années d'or de ta carrière niveau palmarès. Disons on n'est jamais rassasié de gagner sur un groupe qui craignait pas grand-chose. Et oui, encore une fois, je me dis que j'ai fait le bon choix en quittant l'USAP parce que ça a été très dur pour moi, le Catalan, de quitter l'USAP. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ça a été même très très dur. Ça a été un arrachement. Mais le palmarès avec le Biarritz Olympique fait que je me dis que d'abord j'ai fait le bon choix et surtout je savoure parce que je sais que ce sont des moments rares de privilégiés et j'en profite. Et c'est pas la gloire, c'est pas la réussite, c'est juste le plaisir de vivre ces grands moments. En 2006, tu joues 4 des 5 matchs du tournoi, tu es même titulaire sur les 2 derniers matchs, donc ça sent plutôt bon, un an de la Coupe du Monde. Et finalement, le Galles France de ce tournoi sera ta dernière apparition en bleu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus brutalement ou c'était plus ou moins prévu? Non, c'est pas que c'était prévu, c'est que si Julien Bonner ne se fait pas expulser en 2005 avec Bourgoin sur une grosse bagarre contre Agen, j'aurais peut-être eu 15 sélections de moins. J'ai eu de la chance, je suis revenu, j'ai fait ce qu'il fallait aussi pour me rendre indispensable. Et puis arrive 2006, j'ai 33 ans, 2017, j'ai 34 ans. Et non, là, je comprends. Peut-être Bernard et son staff auraient pu me prendre pour un joueur d'expérience pour finir des matchs, pour jouer un match gigot-haricot. Enfin, pardon, c'est pas respectueux des adversaires pour un match moins important. Mais je comprends très bien qu'ils me prennent pas. Et là, non, il n'y a pas de frustration sur cette Coupe du Monde. Autant en 2003, je pensais avoir le niveau. Autant en 2007, je suis en bout de carrière et je le comprends très bien. Je l'accepte sans problème. Alors, pas de Coupe du Monde donc, mais l'envie de changement pour toi. L'US Dax, entraîné par un certain Marc Lièvremont, qui monte en top 14, et te convainc à toi et à ton frère Mathieu de le rejoindre. Est-ce que ça a été une évidence pour toi quand il te l'a demandé, ou est-ce que le fait d'avoir ton frère, avec qui tu es très proche comme entraîneur, ça t'a fait un peu hésiter?
Non, alors hésiter d'avoir mon frère comme entraîneur, pas du tout. Alors quand on s'engage avec Mathieu, ils étaient en Pro D2, hein. Donc la mission, c'était les aider à remonter en top 14. Mais bon, ben, ils arrivent à remonter, et donc on signe dans un club qui est en top 14. Mais non, non, c'était l'envie aussi de passer du temps avec Mathieu, de nous retrouver tous les trois et de partager sur et en dehors du terrain des moments privilégiés. Et c'est pour ça que je fais le choix de me rendre à Dax. L'histoire était finie avec le Biarritz Olympique et il fallait que je tourne la page. Et Dax était un club ambitieux avec des valeurs et qui me plaisait. Donc, c'était presque une évidence qu'on se retrouve avec Mathieu et Marc. C'était délicat à gérer vis-à-vis des autres joueurs, de dire, bah tiens, c'est le frère du coach, quoi. Donc, le numéro 8 remplaçant, bon, il sait qu'il va. Alors, on n'a pas eu à le gérer trop longtemps puisque Marc est Oui. vite parti en équipe de France. Mais non, ça m'a jamais posé de problème. Je pense qu'au niveau de l'exemplarité, on a toujours essayé de donner le meilleur possible à un club. Donc, il n'y avait pas. Puis on savait très bien que Marc ne nous ferait pas de cadeaux devant tout le monde, mais on était au-delà de ça. Il y a une relation de confiance. Il y avait des relations de confiance des deux côtés. Donc, ça nous a jamais perturbé en amont. J'ai jamais hésité par rapport à ça. Tu l'as dit, tu n'as pas été longtemps sous les ordres de ton frère, Marc, puisque fin octobre, il est contacté par la FFR pour prendre l'équipe de France. Il était pas chaud du tout, et notamment du fait que bah, il vous avait demandé de le rejoindre et il était un peu gêné de vous planter après vous avoir fait venir. C'est toi apparemment qui l'aurait poussé à dire oui. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Bah, je sais pas si c'est moi qui l'ai poussé. Moi, je l'ai encouragé. En tout cas, c'est quelque chose qu'il pouvait pas refuser, qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Et oui, oui, forcément, ça allait laisser un vide parce que si on était venu à Dax, c'était aussi pour lui. Mais ça m'a permis de me retrouver un peu plus avec mon frère Mathieu et c'était bien aussi avec qui je m'entendais bien et avec qui j'avais vécu moins de choses. Du coup, j'ai pris ça comme une chance de égoïstement. Je sais pas si Mathieu dirait la même chose, mais j'ai pris ça comme une chance de plus profiter de Mathieu. Avec Dax, c'était un peu la première fois pour toi que tu jouais le maintien dans une équipe. C'est une toute autre configuration, non, en termes d'approche, de stratégie, de groupe. On avait joué le maintien avec du SAP une saison, hein, où on était allé se sauver à Narbonne. Bon, on n'avait pas fini avant-dernier, mais on était allé se sauver. Mais oui, là, on savait que le groupe était fait. Encore une fois, quand on s'engage, le Là, tu le savais club dès est le en départ, Pro parce qu'à D2. Perpignan, c'était peut-être pas prévu. C'est exactement ça. Et quand on s'engage, on était censé jouer en Pro D2 pour faire monter le club. Et là, ben, le club était en top 14. Donc oui, ça a été une saison difficile et c'est dommage parce qu'il nous manque pas grand-chose, mais alors vraiment pas grand-chose pour s'en sortir. Oui, c'était une autre expérience, mais j'avais moi déjà pas mal baroudé, donc j'avais un peu plus de recul et de hauteur que d'autres. Ta fin de carrière de joueur a été directement suivie par le début de carrière d'entraîneur à Dax. Tu étais censé faire 2 ans là-bas, mais tu n'en as finalement fait qu'un seul et tu as mis fin à ta carrière en 2008. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit stop un peu plus tôt que prévu? Ouais, le fait que Gilbert Pontens, le président, me demande de reprendre les rênes de l'équipe, le fait que j'avais eu une grosse blessure en début de saison et que je sentais que mon corps ne répondait pas toujours et c'est difficile de pas être à 100%. Et ça a été un concours de circonstances physiques, mentales, la confiance du président qui me dit ne t'inquiète pas, vas y arriver parce que j'avais pas prévu de basculer de suite entraîneur et puis ça se fait comme ça plutôt naturellement. Tu as switché, comme on dit, très vite. Du coup, tu passes entraîneur. Ça a un peu repoussé tes idées de reconversion. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est en 2010, après avoir fini ton contrat de coach avec Dax, que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec ton frère Marc, avec l'ouverture du bar de la Côte à Biarritz. C'est quoi qui t'a convaincu de te lancer? Alors, moi, j'ai toujours été pour le double projet en tant que joueur. Même quand j'étais professionnel, j'ai toujours essayé de suivre des formations parce qu'on parlait de mon parcours sportif, mais universitaire. J'ai passé une licence à Perpignan, mais même quand j'étais pro à Biarritz, c'est quand ça a gagné, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai passé aussi un master 1 à Bayonne. Et j'ai toujours poussé les joueurs professionnels à faire d'autres choses à côté parce que je pense que c'est plus facile d'être épanoui ou alors on encaisse mieux les frustrations d'une carrière professionnelle lorsqu'on a une activité à côté. Donc j'ai toujours, je savais qu'un jour ma carrière de joueur s'arrêterait. Il faudrait que je bascule Mais t'étais étudiant dans et en une même autre. temps joueur de première division. Oui, Je pense que les gens, ils s'imaginent pas assez la dose de travail. Enfin, les journées, elles font que 24 heures et ce que ça implique en termes d'implication pour pouvoir tout faire. ben disons qu'on finit la journée à 16 heures. Après, il faut aller en cours. Mais bon, je vais pas non plus me dire que c'était le bagne. Il y a des joueurs encore aujourd'hui qui font des études de médecine ou d'ingénieur
C'est beaucoup plus compliqué que les études que j'ai faites et ça demande beaucoup plus d'implication. Mais c'est vrai que peu importe la qualité et la quantité de travail, l'important, c'est de trouver une autre activité pour s'occuper l'esprit. Et moi, j'ai toujours eu envie de progresser et de m'occuper ailleurs. Et c'était presque naturellement, vu que vous aviez tout fait presque ensemble, qu'avec Marc, bah, vous le lancez là avec ce bar. C'est quoi qui t'a attiré dans ce secteur-là de la cuisine, La restauration, ouais, de la oui, restauration? ce qui m'a attiré, on avait dit avec Marc, quand lui il a arrêté, que moi j'ai continué, que ben, on ferait un truc ensemble après, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça sur notre collaboration sur le terrain, il faudrait qu'il y en ait une à côté. Et il y a eu une opportunité avec un restaurateur de Biarritz, il y avait une création, il y avait un endroit magnifique, la Côte des Basques, un resto qui s'ouvrait sur cette Côte des Basques, l'envie de partager encore d'autres moments. Il n'y avait pas encore la connaissance du métier, du milieu, mais il y avait ce début de collaboration qui nous tendait les bras. Et alors Marc, il était à ce moment-là très engagé avec le 15 de France. Toi, tu étais avec l'Aviron Bayonnais, je crois, hein. Mais oui, J'imagine, vu que tu étais peut-être plus sur place, que tu étais un tout petit peu plus aux manettes, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces premiers pas de chef d'entreprise? disons que on n'est pas formé, hein. On fait les choses de manière naturelle. Le rugby, amateur comme professionnel, ça a été une belle école, mais là, on est confronté à un autre métier, à un autre public. Donc, c'est l'adaptation qu'il a fallu avoir par rapport à son savoir-faire. Même si on fait des études, même si on apprend des choses, tant qu'on n'est pas confronté à une réelle situation, on ne sait pas ce dont on est capable. Alors, le rugbyman, en général, est capable de s'adapter à beaucoup de milieux différents, à beaucoup de choses différentes, mais malgré tout, quand vous vous retrouvez avec un plateau dans les mains ou derrière un bar, il faut y aller, quoi. Donc, c'était une expérience très, très enrichissante. Dans cette belle ville de Biarritz, il y a Dimitri Ashvili qui a acheté un camping, il y a Jérôme Thion qui a également ouvert un restaurant, Denis Avril, une armurerie. Vous aviez un atelier business entre deux séances de muscu à Aguilera ou parce que il y a un Ça s'est sacré fait, petit club Ça d'investisseurs, s'est hein. fait naturellement, hein. Ça s'est fait naturellement, mais depuis, il y en a quelques-uns qui ont poussé, hein. Il y a pas mal d'anciens joueurs du BO qui ont des affaires. Non, c'était peut-être la facilité aussi, hein, pour nous de pas se lancer dans des grands projets, dans des grandes entreprises, et juste de se rassurer en se disant, bon, ben là, je vais faire deux sourires, les gens viendront parce qu'ils voudront parler rugby ou autre chose, et c'était peut-être une solution de facilité aussi. J'ai du mal Quand tu dis à la l'expliquer, facilité, hein. moi je dis au contraire que c'est ce qui a peut-être fait votre force et votre caractère, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'ambition, mais beaucoup de courage pour se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas comme ça. Et vous étiez plusieurs à cette époque-là à avoir ça en vous, cette dose de courage, d'action. Alors, c'est pas comme ça qu'on le voit. En tout cas, nous, le courage, il fallait le mettre sur le terrain. C'était plus simple pour nous, le terrain, mais c'était plus dur. Alors que là, effectivement, il faut bien faire quelque chose de sa vie. On savait que la carrière sportive allait s'arrêter. Et même si moi, j'étais encore entraîneur à cette époque et Marc était sélectionneur, bon, on savait pas ce que nous réservait l'avenir. Et d'ailleurs, on a bien vu que on n'allait pas durer longtemps dans ce milieu. C'était peut-être pas un milieu qui était fait pour nous. On a complètement lâché, oui. Moi, d'ailleurs, je suis entraîneur à Bayonne. Je suis licencié pour la deuxième année avec l'Aviron Bayonnais et Marc, après sa carrière de sélectionneur, n'a plus entraîné. Alors, on a entraîné différemment, surtout moi d'ailleurs, mais plus en club professionnel. Le chef d'entreprise Lièvremont, il s'est diversifié en partant dans un secteur très différent de la restauration. Tu as créé donc Aya Sport, une entreprise spécialisée dans la data rugby à destination des autres clubs. Comment tu as eu l'idée et la conviction de te jeter à fond là-dedans, que c'était prometteur et qu'il fallait y aller? Moi, j'étais un peu à la croisée des chemins. Ça faisait 10 ans que j'étais à la tête du restaurant. J'étais passé sélectionneur des moins de 20 ans. J'étais parti un peu en Roumanie. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour des choses au niveau du rugby. J'avais pas envie de faire comme d'autres, de partir sur d'autres restaurants, d'autres affaires. Et le projet est arrivé et je me suis dit, ben, ça, c'est fait pour moi. Et ce projet, j'y crois et je m'y lance à fond. Et ça paraît fascinant de l'extérieur de se dire tous ces matchs, on peut arriver à les analyser avec tous les joueurs. Tiens, ils ont fait tant de plaquages. Tiens, il a couru tant de mètres. Je crois qu'il y a des centaines de joueurs répertoriés dans vos données. Des milliers. Des milliers. Ah Des ouais. milliers. Comment ça marche? Parce que naïvement, on se dit, c'est pas possible qu'il y ait un petit monsieur derrière chaque match qui appuie sur un bouton en disant, tiens, il a fait un plaquage, lui, il a fait un plaquage, lui, il a fait un plaquage. C'est pas un petit monsieur, mais c'est tout un système qui nous permet d'analyser à peu près 1500 ou 1600 matchs par an. C'est vrai qu'on a une base de données avec presque 6000 joueurs et oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui fais tout ça tout seul. J'ai une très belle équipe avec moi, mais oui, c'est beaucoup de travail, hein.
Un match de rugby, c'est à peu près 13 000 métriques. Il faut entre 7 et 12 heures pour analyser les deux équipes. Donc, ça fait beaucoup de boulot. Il y a de l'humain ou c'est un logiciel, tu lui mets la vidéo dedans et puis lui... Non, non, la difficulté de l'intelligence artificielle et du machine learning dans le rugby, c'est qu'il y a entassement de joueurs. Donc, la machine peut pas reconnaître qui est le premier plaqueur, le deuxième plaqueur, si le soutien est offensif, si je suis premier soutien, deuxième soutien. Donc, il y a du travail humain derrière. 13 000 métriques. C'est pas juste les points, quoi. C'est pas juste lui, il a marqué 3 points, lui, il a marqué 2 essais. Non, ça va beaucoup plus loin Non. que ça, quoi. On va beaucoup plus loin dans l'analyse et on est vraiment sur l'analyse unique des actions. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'appareil embarqué, de capteur embarqué. Donc, on est vraiment sur le factuel du joueur sur le terrain. Visiblement, ça marche très bien puisque plusieurs clubs j'ai lu, font aujourd'hui confiance, font appel à ta société et ils s'en servent même de base de recrutement. J'ai lu ça, ça peut les aider à recruter. La question que je me pose, c'est comment les agents ils réagissent à ça? Parce que finalement, mis à part renégocier le salaire, là, ils ne servent plus à rien. Les agents sont aussi nos clients parce que c'est vrai que quand on a 6 000 joueurs en base de données, c'est vrai qu'on a transformé ces statistiques en indice de performance. Ça permet d'avoir une petite idée du classement des joueurs, mais aujourd'hui, on est capable de comparer n'importe quel joueur de la planète avec un autre, peu importe son poste, peu importe son parcours, que ce soit un joueur de Pro D2 ou un international. On a plusieurs critères, donc les agents sont plutôt contents de voir arriver ce genre d'outils. Avant, un agent, il vendait un joueur je t'assure, il a été meilleur plaqueur du championnat de troisième division. Là, aujourd'hui, il a les images, il peut s'appuyer dessus, il a les statistiques, les images, donc c'est justement un très bel outil pour lui. Et même les clubs, j'imagine, les présidents ou quoi, quand il veut négocier, tu vas pas me la faire. Lui, il a 2 plaquages par match, tu me la fais pas, quoi. Ah, là, de toute façon, dans notre monde moderne, parce que pas uniquement dans le rugby, mais dans le sport et dans le monde en général, les datas sont tellement importantes que tout le monde est au courant de tout. Alors j'ai vu que vous êtes même maintenant présent sur d'autres sports, sur la pétanque. Ça veut dire que ça marche très bien aussi, ça veut dire que c'est très prometteur. Disons qu'on veut se spécialiser. On a des concurrents qui ont 20 ans d'expérience. Il y en a peu, mais il y en a. Et donc, on veut se spécialiser, se considérer comme une épicerie fine par rapport à l'analyse de nos données. Et après, c'est vrai qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'avoir un territoire dans le sud-ouest, mais partout en France et dans le monde, sur d'autres disciplines qui ne sont pas explorées. Et nous, on va essayer de vulgariser la statistique pour le grand public, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports. Après, il y a des sociétés spécialisées qui font ça depuis très longtemps. On va pas aller marcher sur leur plate-bande, on va essayer d'explorer des sentiers un peu plus accessibles. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Thomas Lièvremont, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Marcel Dagrenat, de Marcel Martin ou de Gilbert Pontens, 3 des présidents que tu as connus durant ta carrière à Perpignan, Biarritz et Dax? Alors, j'ai du respect pour ces personnes, un peu plus pour certaines que pour d'autres, mais je dirais Gilbert Contens, totalement différent des deux autres. Marcel Martin était un grand président, il a fait en partie ce qu'a été le grand BO. J'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais je dirais que l'empathie, la philosophie de Gilbert Contens me correspond mieux. Ça doit te rappeler quelque chose, ce bruit, c'est la sirène. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, alors pas d'en avant, beau de pas en touche. Il y a énormément de similitudes entre ta carrière et celle de Marc Lièvremont. On a cette impression de lien très fort entre toi et lui. Est-ce que ta carrière et la sienne auraient été la même si l'autre n'avait pas été là, n'avait pas été régulièrement de haut niveau? Non, parce qu'on a fait des choix de carrière qui nous ont rapprochés et c'est vrai que si Marc n'était pas venu à Biarritz, est-ce que je serais venu à Biarritz? Certainement, mais j'avais d'autres opportunités. Forcément, je serais allé à l'USAP si Marc n'y avait pas été parce que c'était le club phare et que tout joueur catalan avait envie d'aller porter les couleurs 5 et or. Mais forcément que notre complicité a travaillé, a joué sur nos choix de carrière. Comme Marc, tu as entraîné directement après avoir accroché. Et comme lui, vous n'êtes pas éternisé dans ce cercle des entraîneurs pros. Qu'est-ce qui a fait que de ton côté, tu ne sois pas accroché comme d'autres s'accrochent, hein, peu importe le club, et ça change très régulièrement. Peut-être ton expérience à Bayonne, je me disais, dans un contexte très particulier, très particulier même, qui t'a peut-être un peu détourné du job. Non, non, parce que j'ai vécu des très bons moments à Bayonne. Alors les Biarros m'en voudront de dire ça, mais j'avais un manager qui s'appelait Christian Gajan, qui était quelqu'un d'assez exceptionnel dans l'humain. Et pour moi, le rugby, c'est l'humain. Et c'est pour ça aussi que je me suis fait lourder de Bayonne, parce que je respectais trop Christian Gajan pour pouvoir lui planter un couteau dans le dos. Et après, c'est une question de philosophie. C'est entraîneur pro, c'est mettre des roulettes sous les valises, c'est bouger, c'est parfois avaler des couleuvres, c'est parfois devoir prendre des choix qu'on n'avait plus envie de prendre. En fait, je parle pour moi, je vais pas parler pour Marc.
C'est pour ça qu'après, d'ailleurs, j'ai été sélectionneur plus qu'entraîneur, parce que c'était moins compliqué de vivre le quotidien d'un entraîneur de rugby qui, on le voit aujourd'hui, j'ai beaucoup de copains qui sont sur les bords du terrain. Ça fatigue et ça use et on n'a pas eu, moi personnellement, je n'ai pas eu l'envie de poursuivre dans cette voie-là. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez évoqué avec Marc la possibilité d'entraîner ensemble? Que c'est un Jamais, Jamais. On n'a jamais jamais. parlé? Non, jamais, parce que je crois que le jour où Marc a arrêté à l'équipe de France, il savait qu'il n'entraînerait plus. Moi, je pensais que je n'entraînerais plus de club et c'est ce qui s'est passé. Donc, non, il n'y a pas eu de tentative de séduction sur un projet. Ouais, je mens un peu. Il y a eu une époque où il a failli replonger et m'entraîner avec lui, mais ça ne s'est pas fait et tant mieux. La page ne se réouvrira pas forcément, ou alors peut-être Non. dans les U15 de l'ES Argelès dans 20 ans. Oui, ouais, moi j'ai entraîné des espoirs d'Anglette il y a peu. Le rugby, ça reste quand même, à mon avis, la transmission est importante. Donc dès qu'on peut aller prêcher la bonne parole, il faut pas s'en priver. Eh bien, merci Thomas d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Permets-moi de te souhaiter encore plein de bonnes réussites avec Aya Sport qui a conquis le terrain de la data sportive. À bientôt, merci.